du monde des clubs U20 2025, clap de fin du côté du Chili. Le Maroc, champion du monde de la compétition, et oui, un pays africain, vient de remporter cette prestigieuse compétition du football jeune face à l'Argentine au terme d'une finale rondement menée, véritablement maîtrisée par les lionceaux de l'Atlas qui auront fait vibrer toute une nation, que dis-je, tout un continent, parce que c'est l'Afrique entière qui était derrière l'équipe marocaine, la compétition qui a pris fin lorsqu'il était 2 heures du matin au Cameroun. Après le coup de sifflet final de l'arbitre central, et c'était l'explosion de joie pour tous ceux qui étaient véritablement derrière cette équipe-là. La musique nous suivant en fond sonore, c'est l'hymne national marocain. Voilà, pour leur rendre hommage, on le leur devait très bien. Et voilà, dans cette vidéo, on va analyser un peu les performances des pays africains qui ont participé à cette compétition. Il y en avait 4, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc, tous logés dans des poules plus ou moins denses. Commençons par l'Égypte qui était dans une poule avec le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Chili. L'Égypte qui commence très mal la compétition avec 2 défaites d'affilée. Contre le Japon, ils perdent 2-0. Contre la Nouvelle-Zélande, ils perdent 2-1. Ils s'imposent contre le Chili, pays organisateur, lors de leur 3e match. 2-1, ils terminent la compétition en phase de poule avec 3 points, mais ce n'était pas suffisant avec le goal average de terminer parmi les meilleurs 3e. L'Afrique du Sud, qui était dans une poule constituée de la France, la Nouvelle-Calédonie et des États-Unis. L'Afrique du Sud qui commence mal, elle aussi, en s'inclinant face à la France 2-1, mais au terme d'une rencontre où voilà, il y a eu beaucoup de regrets parce que les Sud-Africains ont eu à plusieurs reprises l'occasion soit d'arracher le point du Manu, soit de prendre les 3 points. Lors de leur deuxième rencontre, voilà, ils se sont rattrapés en s'imposant face à une équipe plutôt faible de la Nouvelle-Calédonie, 5-0, et en terminant en beauté en s'imposant face aux États-Unis 2-1. Le Nigeria, lui, les Super Falcons étaient dans une poule avec la Norvège, l'Arabie Saoudite et la Colombie. Défaite face à la Norvège d'entrée 1-0. Victoire à l'arraché, ça il faut le dire, face à l'Arabie Saoudite 3-2. Et match nul contre la Colombie, 1 but partout lors de leur dernier match de phase de poule. Ils terminent avec 4 points. Le Maroc, les champions du monde entier désormais, était dans la poule de la mort. Ça, il faut le dire, constitué de l'Espagne, du Brésil, du Mexique. Et quand tu sais que les Marocains jouent leurs 2 premières rencontres face à l'Espagne d'abord, qu'ils battent 2-0. Ensuite, face au Brésil, qu'ils battent 2-1. Certes, ils perdent contre le Mexique 1-0, mais déjà, le Maroc avait envoyé un signal fort en s'imposant face à 2 mastodontes du football jeune, à savoir l'Espagne et le Brésil. Alors, sur les 4 pays, autant pour moi, africains qui ont disputé cette compétition, au terme de la phase de poule, on avait 3 pays qualifiés, 3 sur 4 pour les 8e. Ça, c'est une très bonne note. L'Afrique du Sud, le Niger et le Maroc. En 8e de finale, l'Afrique du Sud s'incline contre la Colombie 3-1, qui est aussi un des favoris de la compétition. Le Nigeria s'incline face à l'Argentine 4-0. Grosse sensation aussi après cette victoire de l'Argentine. Alors, Nigeria-Argentine en compétition jeune, on a l'habitude de voir ça. Voilà, on a l'habitude de voir cette affiche-là. Voilà, les Super Falcons qui se sont lourdement inclinés 4-0 contre la bande du coach Albacete, pour ceux qui s'en rappellent, ancien joueur. Le Maroc, lui, s'impose face à la Corée du Sud 2-1 et est qualifié pour les quarts de finale. En quart de finale, elle affronte les États-Unis, elle s'impose 3-1. En demi-finale, gros choc encore après le Brésil, après l'Espagne, cette fois-ci c'est la France qui se hisse face aux lionceaux de l'Atlas. 1 but partout au terme des 90 minutes. Le gardien qui sort le grand jeu avec des arrêts extraordinaires et tout. Au tir au but, c'est 5 tirs au but à 4 pour le Maroc. Victoire des Marocains. Sensation une nouvelle fois de plus pour ces jeunes-là, avec plein de fougue et tout, rondement mené par un super entraîneur. Ils vont en finale, et en finale, voilà, on se dit c'est l'Argentine qui a battu le Nigeria 4-0, l'Argentine qui a battu la Colombie en demi-finale. On attend de voir ce que ça va donner, et franchement, j'ai été satisfait. Honnêtement, la nuit a été un peu courte parce que le match il a débuté à minuit heure du Cameroun. Il fallait debout pour suivre ça et j'ai pas boudé mon plaisir. C'était un match rondement mené. Les 30 premières minutes de cette finale, le Maroc a fait tout l'étalage de son potentiel en menant rapidement 2-0 avec des contre-attaques ultra rapides. Il faut dire que contrairement à ce à quoi on a été habitué avec cette équipe du Maroc, contre l'Argentine, le plan de jeu était très clair.
bloc bas, on les attend, on les contient et puis rapidement sur les transitions offensives-défensives, en l'espace de 7 secondes, les Marocains qui étaient dans leur camp, pratiquement devant leur surface de réparation, arrivaient à se retrouver dans la surface de réparation adverse, pas juste avec 2, 3, 4 joueurs, non, pratiquement avec 5 joueurs. Et immédiatement à la perte du ballon, tu les voyais faire des coups, des replis défensifs. Voilà, grosse débauche d'énergie. Certes, sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps, on a senti que ça a commencé à peser dans les jambes parce que l'Argentine, notamment avec, pour moi, la future pépite du football argentin, hein, Cristiani, qui a, voilà, il a éclaboussé cette rencontre. Mais derrière, défensivement, c'était solide côté marocain. En deuxième mi-temps, l'Argentine a repris comme elle a terminé la première mi-temps, c'est-à-dire avec une grosse pression sur les Marocains, mais ça jouait intelligent. J'ai été surpris quand même parce que les Marocains, chez les moins de 20 ans du côté du Maroc, ils savaient faire preuve de roublardise, c'est-à-dire lorsqu'il y a une faute, ils perdent le temps et tout. L'arbitrage, il y a eu pratiquement 3 appels à la VAR pour de potentiels pénaltys contre les Marocains. Et à chaque fois, voilà, je retenais mon souffle et tout. J'étais là, non, j'espère qu'il n'y a pas pénalty, mais voilà, il y a rien eu de tout ça. Les Argentins aussi ont fait preuve de beaucoup de maladresse dans le dernier geste, pendant que côté marocain, chaque fois qu'on avait l'occasion de punir à travers une contre-attaque, bah, les gars l'amorçaient. Le match aurait facilement pu se terminer 2 buts partout, comme il aurait pu se terminer 4 buts à 0, parce qu'il faut dire que le Maroc a encore eu de grosses occasions sur leur phase de contre-attaque, mais voilà, c'est le dernier geste, la dernière passe, il y a eu 2 actions, il y a eu un Argentin qui a sorti la balle pratiquement sur sa ligne, donc ça s'est joué honnêtement, il y avait du rythme, il y avait de l'intensité, mais au bout de la nuit, au bout de l'envie, au bout de la compétition, c'est le Maroc qui termine champion du monde de cette compétition. Plaisir énorme, c'était... J'ai essayé de regarder là sur les médias marocains, c'était des scènes de liesse énormes jusqu'à pratiquement 5 heures du matin. On est passé à ça d'avant un jour férié du côté du Maroc. Mais honnêtement, c'était bien. Alors, la compétition, elle est terminée et il faut en parler parce qu'il faut faire un peu le bilan des pays africains, surtout au niveau du football jeune. Moi, personnellement, j'accorde un très gros intérêt à ces sélections jeunes-là parce que c'est le vivier, c'est la fondation de l'équipe nationale A. Et je le dis pourquoi? Parce qu'on va jouer une Coupe du Monde dans quelques mois du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Et on aura besoin, et ça va servir de socle en fait. On aura une compétition qui va se jouer avec 48 pays. On aura à la base 9 pays africains et potentiellement un 10e représentant de ce côté-là qui sera le Cameroun. Je le dis, prenez-en note. Et quand tu regardes ce que les nations africaines sont en train de faire chez les jeunes dans des compétitions comme celle-ci, tu peux te projeter et te dire que ces gamins qui aujourd'hui ont à tout casser 20 ans, dans 5 ans, c'est-à-dire à la Coupe du Monde 2030, ils auront potentiellement 25 ans. Ça, il ne faut pas qu'on se mente, ils auront potentiellement 25 ans. Et si on arrive toujours à les maintenir dans ce cadre-là, si on arrive à maintenir un certain niveau de compétitivité avec le football jeune dans les pays africains, on peut être sûr que d'ici à 2025, pourquoi pas briser ce plafond de verre qui dit toujours, voilà, avant c'était les quarts de finale, maintenant c'est demi-finale. Pourquoi pas rêver à avoir un pays africain vainqueur de la Coupe du Monde? Parce qu'à la vérité, ces Marocains-ci, qui sont champions du monde 2020, demain on va les retrouver chez les U23, d'autres compétitions. Les U17 vont jouer encore la Coupe du Monde des U17 du côté, je crois, du Qatar ou de Dubaï, quelque chose comme ça. Dans 5 ans, ils sauront déjà ce que ça fait d'être champion du monde de sa catégorie. Dans 5 ans, ils vont retrouver des gamins qu'ils ont affrontés en catégorie jeune. Je prends l'exemple, dans 5 ans, tu mets Maroc, Espagne. Les Marocains, si c'est toujours la même génération, parce qu'il faut dire que tous ne vont pas arriver à ce niveau-là, ne nous mentons pas, les Marocains vont affronter les Espagnols qui connaissent déjà, les Brésiliens qui connaissent déjà, les Argentins qui connaissent déjà, et ce sera comme ça pour les Sud-Africains, pour les Nigériens, pour les Égyptiens, et pour toutes ces sélections jeunes-là, parce que je prends un exemple, chez les U17, il y aura 10 pays. À la Coupe du Monde U17, il y aura 10 nations africaines. 10. Et ces nations africaines-là, si elles travaillent bien, et si elles travaillent dans la continuité, après ce mondial des U17, on va les retrouver chez les U20 et consorts. Il faudrait que d'ici à 2030,
qu'on ait le maximum de pays africains qui remportent les compétitions mondiales chez les U17, chez les U20, chez les espoirs, autant chez les garçons comme chez les filles, pour pouvoir éventuellement se dire, OK, si on peut déjà faire ça à ce niveau-là, ben, lors de la Coupe du Monde en 2030, on peut le faire. Et je rappelle que la Coupe du Monde en 2030 sera au Portugal, en Espagne et au Maroc. Ça veut dire que les Marocains sont déjà dans cette mouvance-là avec leurs différentes catégories jeunes. Ils sont déjà dans cette mouvance-là avec leurs différentes catégories jeunes pour pouvoir faire une très bonne prestation à domicile en 2030. C'est pensé, c'est un projet qui est clair, qui est concret. Ça vaut autant pour le Maroc que pour le Sénégal, le Sénégal qui avait le Maroc, qui sont en termes de développement de football, ce sont les deux meilleures nations actuellement en Afrique. Derrière, c'est vrai qu'il y a d'autres nations qui sont en train de pousser. Il faut suivre l'exemple marocain, même si on n'a pas les mêmes infrastructures, les mêmes moyens, mais il faut le faire parce qu'il est temps pour des pays africains d'être champions du monde de catégorie, chez les filles comme chez les garçons, champions du monde chez les A, de maintenir certaines traçabilité des joueurs, une certaine compétitivité jusqu'au bout. Et ça, au final, c'est l'Afrique qui va gagner. En 2022, je suis en parlant, en 2022, après le match entre Cameroun et le Brésil en Coupe du Monde, victoire du Cameroun 1-0 sur un but de Vincent Baka, j'avais dit la prochaine Coupe du Monde, c'est en 2026. Entre 2022 et 2026, on aura 2 CAN U17, 2 CAN U20, on aura 2 CHAN, on aura les Jeux Olympiques et il faudrait mettre le maximum d'énergie sur ces sélections jeunes-là pour qu'entre 2022 et 2026, pendant 4 ans, qu'on ait des pépites qui vont sortir de là, qui vont alimenter l'équipe nationale avec des compétitions qui vont servir d'évaluation, à savoir la CAN 2024, qui va servir de grosse évaluation. La CAN 2023, qui s'est joué, 2024 en Côte d'Ivoire, et la CAN qui va se jouer en 2025 au Maroc. On devait se servir de ça pour évaluer les pépites qui ont commencé à grandir, pour se dire que d'ici à la Coupe du Monde 2026, ces gamins qui sont venus des U17, des U20, des U23, des espoirs, il faut que ce soit eux qui intègrent la sélection nationale pour 2026. Malheureusement, à ce moment-là, moi, ici au niveau du Cameroun, on m'a dit, bah écoute, ferme ta gueule, on a battu le Brésil. Sauf qu'en 4 ans, chez les U17, c'est 0, 2 compétitions. Chez les U20, c'est 0, 2 compétitions. Au CHAN, c'est 0, 2 compétitions. Les Jeux Olympiques, on n'a pas pu se qualifier. C'est normal qu'on se retrouve toujours en train de reprendre les mêmes. C'est normal qu'on se rende compte que voilà un joueur qui a explosé là-bas. Il faut qu'on l'appelle. Non, il faut penser le projet. Il faut penser le projet, il faut prendre le temps de l'implémenter. Il faut un suivi, il faut un véritable travail d'une direction technique nationale. Le Maroc nous parle, le Sénégal nous parle. Quand je dis nous, ce n'est pas qu'au Cameroun, mais à toutes les autres nations africaines. Tout ça pour dire qu'on a les moyens. Et je dis aussi, il y a un pays qui travaille très bien chez les jeunes, on n'en parle pas assez, c'est la Gambie. Donc, il faut mettre l'œil dessus. Le Niger a lancé un projet aussi de football, de restructuration de leur football. C'est en train de venir progressivement, tout comme la Centrafrique. Les pays sont en train de travailler pour se rehausser. Donc, il est temps qu'on se retrousse les manches du côté du Cameroun et il est temps que l'Afrique prenne des leçons ou bien s'inspire de ce que le Maroc et le Sénégal sont en train de faire sur ces dernières, on va dire quoi, 6-7 ans, pour que tout le monde puisse se mettre au diapason et qu'ensemble, on fasse monter l'Afrique. Allez, ciao.